Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Médéia Légete Polaro. Pour paraphraser Aristote qui affirme à plusieurs reprises de l'être qu'il peut être dit de multiples façons, on pourrait sans se tromper outre mesure annoncer Médéia Légete Polaro. Médée peut être raconté de multiples façons. Nous rejoindrions ainsi par là l'opinion d'Homère qui décrit dans l'Odyssée l'argot passi melusa, l'argot chanté par tous. Il n'y a pas en effet de mythe si souvent dit par les logographes, les poètes qu'ils soient épiques, tragiques, idylliques, comiques, si souvent décrits par les historiens, les mythographes, les philosophes, les grammairiens, glosés par les scholiastes. Avec des ampleurs, des tonalités différentes certes, mais qui à tout le moins déclinent tous le même mythème. La vengeance terrible d'une femme bafouée. Si Alain Moreau ne relève pas moins de 150 œuvres antiques, littéraires, sculptées ou picturales ayant traité du mythe de Médée, pour Duarte Mimoso Ruiz, c'en est plus de 300 qui sont comptabilisés entre 1210 et 1983. Pour notre part, nous avons colligé les références de 135 auteurs littéraires antiques significatifs que l'on a regroupés au sein de notre annexe I. Nous voudrions tout d'abord dans une partie introductive, ordonner un peu tous les mêmes bradisjecta qui concernent les œuvres anciennes, conservées ou fragmentaires, depuis les poètes de la haute période épique, Homère, Créophilos, Hésiode, jusqu'au latin chrétien tardif comme Dracontius. Ce projet a déjà été mené, notamment par Henri-Joseph Guillaume Patin, par L. Schiller et par Léon Malinger au siècle dernier. Les deux premiers se sont surtout axés sur la tragédie. Le suivant s'est attaché à tous les modes d'expression littéraire antiques et modernes, allant des prosateurs aux rhéteurs en passant par l'épopée et la poésie lyrique dans un inventaire qui, sous couvert de littérature comparée, confine souvent à la collection formelle et semble n'avoir d'autre projet que celui de la recherche de l'exhaustivité maximale. En 1927, un article de Louis Séchant fait date dans les recherches sur Médée. Si les précédents auteurs composaient des œuvres de pure étude littéraire, le réviseur du célèbre dictionnaire d'Anatole Bailly utilise, lui, toutes les ressources de l'herméneutique et de l'exégèse textuelle scientifique, Wilamowitz, C. Robert, Goudart, Sillinger, de l'épigraphie, de la statuaire et de la céramique pour mener à bien son projet. Les études ont succédé, montrant des approches aussi nombreuses que variées. Ainsi, P. Friedlander, C. Robert, L. Radmacher, U. von Wilamowitz-Mollendorff se sont penchés sur le mythe en lui-même, cherchant sa généalogie tant du point de vue des matériaux de base que de sa construction elle-même, ainsi que de son interprétation. Cameli, quant à lui, faisant un parallèle entre l'Odyssée et les Argonautiques a amené Eudelage à s'interroger sur la géographie du parcours des Argonautes. R. Bacon pour sa part s'intéressait à l'aspect religieux du mythe et aux relations que peut entretenir cette légende avec les mythes orientaux en particulier ceux des Hittites. Il faudrait en outre citer Cachefold, H. von Steuben, Caficchen, M. Vorazzi. Plus proche de nous, Alain Moreau a étudié Médée et Jason sous l'angle du mythe en lui-même et de sa signification, étudiant cette forme de récit qui, à l'instar d'un être vivant, possède un acte de naissance, une vie et une mort. Il fait œuvre de philosophie et de sémiologie, ou encore de psychologie sociale. Toutes ces études montrent une diversité étonnante dans la variété des auteurs anciens et dans leur approche du personnage de Médée. Comme Protée, elle se métamorphose sous leur calame, leur plume ou leur stylet. Elle est insaisissable et l'on pourrait sûrement reprendre sur son compte l'opinion de Le Gouillet. Les héroïnes ressemblent à des sphinx, elles ne disent jamais leur dernier mot. Les auteurs racontent tous une Médée véridique, mais qui n'épuise jamais tout à fait la légende. Ils sont pris dans un contexte artistique, religieux, culturel et géopolitique qui explique leur vision différente de l'héroïne. En conséquence, ainsi qu'on peut s'y attendre, les anciens et les modernes ne concordent pas tous, loin de là. Et l'on veut bien croire Diodore de Sicile lorsqu'il affirme « Les anciens mythes sont loin d'être simples ni d'accord entre eux. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si quelques-uns des faits que nous rapportons ne s'accordent pas avec le récit de tous les poètes et historiens. Et cependant, nous ne pourrons totalement nous résoudre à dire avec lui. En général, les poètes tragiques ont beaucoup orné de leur fiction l'histoire de Médée. Et il serait trop long et inutile de consigner ici tout ce que les mythologues ont dit de Médée. Car chacun d'entre eux a quelque chose d'important à dire. En effet, comme l'écrit Alain Moreau,
Le récit du plus humble des mythologues est chargé d'autant de valeur qu'une tragédie de Sophocle. Chaque variante enrichit la légende de l'héroïne qui devient ainsi, à l'instar de la figure qu'elle décrit, plus indéterminée et plus insaisissable, poikilos comme le poulpe d'Opion, chatoyant, changeant de forme et de couleur selon le support sur lequel il est couché. Il existe cependant un tournant important, une brisure épistémologique, pour reprendre une expression de Bertrand Russell, dans l'appréhension de la figure de Médée. L'auteur qui inaugure cette révolution semblerait bien être Euripide, qui en 431 donna la pièce éponyme, consacrée à notre héroïne, la décrivant sous un jour tout à fait nouveau. Nous disons qu'Euripide semble être l'auteur qui nous a donné une nouvelle vision de Médée, car cette assertion a prêté à de longues controverses parmi les critiques philologues, desquelles nous ferons une recension infra. Toujours est-il qu'il paraît exister à présent un consensus, dans l'état actuel de nos connaissances sur les textes entiers, fragmentaires ou perdus, pour considérer qu'il y aurait un avant et un après Euripide dans la façon d'appréhender l'héroïne. La déesse primitive, la magicienne bénéfique des débuts de la légende se transforme sur la scène du tragique en une meurtrière horrible. La vision sombre, initiée en 431, de celle qu'Horace qualifiera plus tard de Férox et Invicta, a conditionné ou fortement influencé les descriptions de ses successeurs, hormis sans doute celles du poète alexandrin Apollonio de Rhodes et de son épigone latin Valerius Flaccus, qui ont arrêté leur récit au retour de l'Argo à Iolcos, et a culminé dans la Médée de Sénèque, sans doute la plus inhumaine et la plus cruelle de toutes. Cette interprétation tragique et douloureuse a dès lors prévalu. Lorsque l'on parlera désormais de Médée, ce sera pour désigner le summum de l'horreur, de la barbarie, de la cruauté. Une mère qui égorge cyniquement ses propres enfants pour se venger de son époux volage. Depuis l'Antiquité tardive de Darès et de Dictys, en passant par les temps modernes de Corneille jusqu'aux Giraudoux contemporains, presque tous ont alors mis leur talent au service d'une description de cette figure sombre, tragique et à désespérer du genre humain. Ce travail voudrait essayer de rendre une certaine justice à cette héroïne, après la leçon trop prégnante d'Euripide qui a conditionné, peu ou prou, toutes les lectures suivantes. Nous tenterons de tempérer quelque peu ce jugement devenu par trop unidimensionnel, en appréhendant chez Médée un personnage plus composé, une femme dont la barbarie supposée ou la cruauté prétendument due à un exotisme oriental n'épuise point peu s'en faut l'essence. Nous voudrions montrer, par une appréhension dialectique de l'histoire de l'héroïne, que le jugement traditionnel peut être fortement tempéré et que Médée, bien loin d'être le monstre horrible assoiffé de violence que Sénèque a mis en scène, montre une diversité qui fait d'elle un être profondément complexe, entraîné à son corps défendant dans un tourbillon de contradictions inexorables et qui, partant, devait dès lors dessiner un sujet tragique par excellence. Une autre lecture du mythe, une appréhension différente des textes aboutiront ainsi à camper une Médéa duplex, qui, si elle n'est pas fidèle au canon en usage depuis Euripide, définira sûrement un être multiple, composite, à l'aune des personnages humains, rien qu'humain, bien qu'on soit encore amené à examiner si une telle dimension de brotocytophagos, de simple mortel, est encore de mise dans le registre de cette légende. Prenant le parti de nous cantonner aux écrits antiques, délaissant les modernes qui déclinent tous, peu ou prou, l'histoire d'Euripide, nous commencerons par faire une recension des divers auteurs qui ont contribué à définir un tel mythe. Ce faisant, l'on survolera un large panorama qui, allant d'Homère à Dracontius, constitue plus de 10 siècles de matière littéraire concernant ce mythe. Nous verrons que loin d'être univoques, tous ces textes modèles étoffent une légende qui était déjà forgée chez Hésiode. Évidemment, cette diversité varie non seulement en fonction du talent des poètes et de logographes cités, mais aussi des conditions géopolitiques, économiques, historiques, techniques, qui les baignent et les englobent. Parce qu'il faut certainement dépasser le structuralisme qui imposait une loi d'airain contraignante et sclérosante à toutes les études mythologiques, et sans pour autant prendre forcément parti au sujet de l'hypothèse de Sapir-Whorf, ni faire preuve d'un nominalisme effréné et obtus, un détour par l'onomastique et l'étymologie s'imposera et viendra sûrement alimenter et préciser le tableau tout en le complexifiant. Le destin de L'. Héroïne se déclinera aussi dans les noms et dans la langue qui la décrivent. Chemin faisant,
nous dessinerons une histoire de Médée, en commençant par sa naissance insigne et sa généalogie formidable, qui déjà la définissait comme une héroïne, hors du commun, pointant dès lors une amphibologie ontologique et anthropologique fondamentale, entre les dieux et les hommes, entre la sensible jeune fille et la magicienne terrible, entre la femme féconde et l'inquiétante donneuse de mort, entre le personnage si savant et l'amoureuse menée et égarée par sa passion. Cette histoire nous conduira depuis la Grèce jusqu'aux confins du monde alors connu, dans le sombre Caucase, à l'embouchure du Phase, dans la ville d'Aïa, au sein de la Colchide lointaine. Médée rencontrant Jason oubliera les devoirs dus à son père, à son frère et à sa patrie en aidant son amant à subtiliser la toison d'or d'Aïétès. Un retour pour le moins mouvementé ramènera l'héroïne vers la Thessalie, à Iolcos, patrie de son époux. L'exil se poursuivra jusqu'à Corinthe, ensuite à Athènes et après des péripéties dignes d'un Ulysse au féminin, jusqu'en Médie, puis de nouveau à Colchis et enfin aux Champs-Élysées aux côtés d'Achille. Nous décrirons ainsi 6 lieux successifs emblématiques de son voyage. C'est ce que nous avons appelé l'Odyssée de Médée. L'épiclèse Alétie, accolée à Médée par l'étymologicon magnum, donne bien la dimension d'errance et de vagabondage constitutif de notre héroïne. D'un autre côté, à bien des égards, l'Odyssée d'Ulysse se calque précisément sur le périple de Médée, notamment dans sa partie située autour du Mar Nostrum. Homère connaissait, on l'a vu, Jason et l'Argot. On pense qu'il a pu s'inspirer de l'épopée des Argonautes pour écrire son Odyssée. Ces récits délimiteront une Médée complexe, d'une ambiguïté qu'il conviendra d'interroger, dont il faudra bien analyser la généalogie, les tenants et les aboutissants. Cette ambivalence pourrait être levée, nous l'avons signalé, par une appréhension dialectique des divers matériaux provenant des récits antiques. Nous tenterons de montrer ainsi que les contradictions ne sont qu'apparentes, qu'elles se dissolvent et se résolvent quelque peu si l'on veut bien transcender la façon traditionnelle d'apprécier le mythe. Celui-ci, en tant que phénomène de fondation humaine, se doit d'échapper à une lecture trop linéaire, simpliste et mécanique, afin de refléter toute la richesse et la complexité des réalités anthropologiques que sont les légendes et les mythes. Ce portrait de Médée serait enfin incomplet, s'il n'était mis en perspective avec diverses figures marquantes de l'Antiquité. Quelle différence cultive donc l'héroïne avec les autres amoureuses trahies, que la scène antique nous a léguées? Comment réagiront des personnages tels que Déjanire, Clytemnestre, Ariane, Didon? Dans des situations similaires? Quelle sera alors la spécificité de Médée? Ne pourrait-on pas par ailleurs, comme nous l'entendions plus haut, la comparer avec Ulysse, une autre grande légende de la littérature antique, ayant accompli une longue odyssée semblable, dont la même Métie lui fait utiliser des stratagèmes à la limite de l'honnêteté, ayant lui aussi des liens étroits avec l'histoire de Corinthe, ayant commis comme elle un parricide? Un personnage tragique tel qu'Ajax le fils de Télamon a pu aussi lui être rapproché. Quelle différence d'autre part peut-on trouver avec Héraclès ou avec Thésée, qui eux aussi ont été mis en scène, causant la mort de leurs enfants? Il faudra bien encore étudier, comme un contrepoint, le personnage de Jason, l'écornifleur, le double infernal, le mauvais génie de la Vierge colchidienne, parjure autant qu'elle est fidèle, froid calculateur autant qu'elle est passionnée et qui mènera le couple au naufrage absolu. Ainsi, naviguant d'Homère et Créophilos de Samos à Euripide et Dracontius, nous aurons peut-être l'occasion de réhabiliter quelque peu, en accord avec la lecture contemporaine de Michel Fardouli-Lafrange et de Christa Wolf, cette héroïne et la rendre à une humanité que les successeurs d'Euripide et notamment Sénèque lui avaient sans doute abusivement confisquée. Analyse notionnelle. Lucien Gerfagnon nous met en garde. Lorsque l'on s'attaque à l'étude d'un mythe, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Pour peu que l'on remonte le cours de l'histoire, vient toujours un moment où l'on rencontre la légende. Et si l'on cherche à franchir cette ultime frontière culturelle que tracent les légendes écrites, on aborde les contrées archaïques du mythe. Or, il est toujours risqué de poursuivre dans cette direction. Car le premier état de la pensée humaine, où tout l'au-delà était dans cette vie, présent, sans distance réflexive, ne nous est guère plus accessible que notre vie intra-utérine. Nous n'en pouvons jamais rien dire que par reconstitution et recoupement plus ou moins hasardeux, à partir d'indéchiffrables vestiges. Les premières cultures ont emporté avec elles leurs secrets, et nous voilà livrés aux hypothèses et aux conjectures. Au cours de nos recherches,
nous nous sommes trouvés confrontés à différents termes qualifiant l'histoire de Médée. Ainsi, Louis Séchant commet un article au sujet de la légende de Médée, alors qu'Alain Moreau écrit un ouvrage sur le mythe de Médée. Pendant que Léon Malinger en fait une étude de littérature comparée, et que Johannes Hendrik Goudart use indifféremment des termes de Médée à mytho et fabula. Nous nous sommes demandé alors si ces expressions pouvaient être interchangeables, et si l'on pouvait indifféremment dire de l'histoire de Médée qu'elle pouvait être un mythe, une légende, un conte, une fable, une épopée. Précisons un peu tous ces termes, et essayons de voir comment les attribuer à l'histoire de notre héroïne. Pierre Chantraine et Auguste Bailly confondent dans leur définition mythe et légende, mythique et légendaire, histoire et fable. Les distinctions sont néanmoins possibles. Elles peuvent avoir une importance capitale si l'on se place dans la perspective des sciences humaines, qui étudient les relations qu'entretiennent d'une part ces différents genres de transmission et de contenu d'une information, et d'autre part les civilisations au sein desquelles ces histoires sont apparues. Ces récits constitués que l'on a devant nous peuvent ainsi être considérés comme un terminus quo, à partir duquel se forgent des civilisations, comme ciment aidant à forger une communauté, comme religion, dans son sens étymologique. On peut aussi les voir comme un terminus ad quem, comme révélateur d'un état, description symbolique ou romancée d'une façon d'être ensemble d'un peuple. Leur étude permettra alors de mieux comprendre le milieu historique et culturel qui les a fait naître. Ils peuvent avoir une importance d'une autre nature si l'on se place sur le plan de la critique littéraire, dont la taxinomie fait bien la différence entre conte, fable, épopée, légende ou mythe, comme accès différent par la parole ou par l'écrit à des récits concernant des faits réels ou imaginaires. Leur codification est alors plus rigoureuse, l'objet littéraire dans sa forme et sa nature plus précis. Le mythe, mythos chez Chantraine, est d'abord une suite de paroles qui ont un sens. On peut l'associer à epos, parole. Puis un glissement se produit, mythos devient une fiction, voire le sujet d'une tragédie, une fable, une légende. Se précise toutefois à l'origine, l'oralité du mythos, qui peut être aussi, suivant la longueur, relativement courte alors du récit, appelée une fable, fabula. Ainsi, le mythe, dont la collection des espèces forme la mythologie, est-il à l'origine l'objet d'une diffusion orale que les Aèdes chantaient ou récitaient et transmettaient en usant de moyens mnémotechniques spécifiques qui leur permettaient de se souvenir d'une quantité énorme de matière. L'apparition de l'écriture figera ces mythes et privera les poètes de la liberté d'ajouter, d'embellir ou de retrancher à l'envi des parties à ces immenses corpus. Il existe un noyau du mythe, ou mythème pour reprendre un terme de Claude Lévi-Strauss, un principe fondamental de l'épisode. Ce serait, dans l'étude qui nous intéresse, la vengeance terrible d'une femme bafouée. Les passeurs d'histoire se sont chargés de broder, d'enjoliver ce noyau primordial. Didon, Clytemnestre, Déjanire, Médée sont toutes engluées au sein de ce même noyau et réagissent sans aucun doute de façon différente. Mais il s'agit bien du même mythème. Le mythe aborde souvent les grandes questions philosophiques, métaphysiques et morales, création du monde, des hommes, que les individus se sont posées. Il peut aussi prendre une valeur religieuse, les dieux, les cultes, historiques, les personnages de Thésée, Héraclès, Médée. Ont-ils vraiment existé au même titre que Solon ou Périclès ? Les anciens ont été tentés de répondre positivement à cette question. Explicatif sur l'histoire des sciences, le mythe de Prométhée, la course du soleil. Le mythe pose ainsi le problème de l'homme dans le monde, de sa place, des conditions de possibilité de son action. C'est un récit intemporel et universel. Il arrive à être le dénominateur commun qui cimente un peuple. Il nous semble que l'histoire de Médée constitue un mythe, car elle aborde tous ces sujets qui transcendent l'histoire personnelle ou spéciale de l'héroïne. Cependant, depuis l'interprétation tragique d'Euripide, ce mythe ne peut plus être considéré comme positif et fondateur ainsi qu'il a pu l'être dans les temps plus reculés, quand Médée était considérée comme une divinité primordiale, bénéfique et digne d'être prise en modèle. Il servirait plutôt de repoussoir, serait une sorte de mythe à rebours si l'on peut risquer cette expression. La légende, legenda, adjectif verbal neutre pluriel de lego, ce qui doit être lu, était à l'origine une lecture édifiante de la vie des saints dans les monastères au Moyen Âge. Si la légende a au départ une source historique établie, c'est devenu au fil des temps un récit fabuleux, enrichi et déformé par l'imagination.
Elle demeure cantonnée à l'échelle du temps humain. En ce sens, le récit sur Médée nous semble participer aussi de la légende. Le conte, oral ou écrit, raconte une histoire extrêmement codifiée qui se déroule dans un univers où le merveilleux est accepté, où le surnaturel peut noyauter le réel sans le discréditer. Pour Alain Moreau, l'un des schémas classiques du conte est le suivant. Le prince délivre la princesse en participant victorieusement au péril de sa vie à des épreuves merveilleuses ordonnées par le roi père, ce qui lui donne le droit d'épouser la princesse. En ce sens, l'histoire de Médée est bien un conte. L'épopée épopoïa de épos, récit, parole d'un chant, époioo, faire, mot à mot, faire un récit, est un long poème qui raconte les exploits merveilleux d'un héros. Un ensemble d'épopées représente un cycle épique, le cycle troyen, le cycle argonautique, le cycle thébain. Les divers récits des aventures des Argonautes, dans lesquels sont incluses les différentes histoires de Médée, constituent un cycle épique. D'après ce qui précède, les récits sur Médée pourront être considérés comme une légende, un mythe, un conte, une épopée, et il appartiendra au lecteur exigeant de procéder à une exégèse serrée et de faire son miel d'une interprétation littéraire, philosophique, historique ou religieuse de cette histoire. 2. Une histoire rebattue. Argo passim elusa. Notre annexe 1 énumère précisément les différents modes d'apparaître du mythe, ainsi que les auteurs qui les ont fait surgir. Ordonnés selon la taxonomie de Léon Malinger, qui classe les écrivains selon les genres littéraires et historiques auxquels ils appartiennent, ils demeurent cependant une énumération et peuvent sûrement être exposés différemment. Ainsi, Alain Moreau a tenté de structurer son exposé sous un ordre plus systématique, les rationalistes, les mythographes, les poètes, l'épopée, la tragédie. Alors que Henri-Joseph Guillaume Patin, Louis Séchant et Vassili Gagadis-Robin optent, eux, pour un ordre chronologique. Nous pourrions nous-mêmes ici ordonner ce divers de l'écriture selon un axe plus thématique, permettant de subsumer la multiplicité des figures de Médée sous des catégories plus lisibles. En effet, il nous a paru que l'histoire littéraire de Médée semblait se constituer à partir d'un certain processus de décadence ou de transformation de la figure de l'héroïne. Cette dégradation s'étant solidifiée, stabilisée et quasi codifiée au cours du temps. Une telle déconstruction progressive, mais inéluctable, pourrait se manifester dans plusieurs domaines. Nous en retiendrons 3. 1. On a pu parler au sujet de Médée, d'évémérisme, autre façon de démythifier la divinité, de la désacraliser ou de la faire évoluer vers une appréhension plus laïque. Ainsi la déesse bénéfique des origines, pratiquant la magie blanche surnaturelle, devient-elle une simple femme experte en prestidigitation, sorcellerie et maléfices divers. C'est ce que l'on pourrait appeler le circuit de déclassement ontologique de la déesse primitive. 2. Sous un autre angle et paraphrasant Platon qui avait l'habitude de dire qu'Iris était la fille de Thomas, que du merveilleux, de l'étonnement naissait la science, nous pourrions avancer que telle pourrait être sur un plan épistémologique la trajectoire de Médée. Celle-ci, de surnaturelle et extraordinaire, deviendrait humaine, rien qu'humaine mais très savante et habile. Les fruits de ses pouvoirs divins et extraordinaires initiaux ne seraient en dernier ressort que les conséquences d'une adresse et d'un savoir suprême. 3. Enfin, on a pu assister à la transformation à son corps défendant de cette jeune vierge, pure et pudique, en femme amoureuse et implacable. C'est l'évolution psychologique que les tragiques ont créée et exploitée avec tant de talent. Cependant, curieusement, ces 3 grands domaines coïncident, peu ou prou, avec les étapes de l'histoire littéraire de l'Antiquité. Nous avons pu affirmer, dans notre introduction, qu'Euripide avait été un auteur pivot indispensable autour duquel s'articulait l'histoire de Médée, et la trajectoire de l'héroïne suggérée plus haut. Les déterminations thématiques avancées supra peuvent alors aussi se décliner sous 3 grandes périodes d'écriture. La Haute Antiquité, avant Euripide. La tragédie, le cas Euripide. Les épigones, avec une attention particulière portée à Apollonio de Rhodes. Telle sera la classification que nous adopterons. Tentons de préciser un peu. À avant Euripide, la Médée mythique. En face du cycle épique troyen, une autre grande épopée, celle des Argonautes, se met en place. Elle est diverse. On pourrait voir dans le cycle de la Toison d'Or 3 épisodes intimement interpénétrés, mais que nous disjoignons pour les besoins de l'exposé.
Ils intéressent les mêmes acteurs et concernent la même action, mais diffèrent dans le temps et dans l'espace. Nous reviendrons en détail plus tard sur tous ces épisodes. Mais posons d'emblée les grandes lignes ou le cadre dans lequel se déroule la légende. A. Une archéologie de l'épopée. L'oracle à Atama condamnant Phrixos. Le contentieux Ino-Phrixos. Le bélier à la toison d'or. La fuite avec Hélé sur le bélier merveilleux. La traversée de l'Hellespont. L'arrivée de Phrixos chez Ayétès en Colchide, le legs de la toison d'or. Le contentieux entre Héra et Pélias. La connivence entre Héra et Jason. La rivalité entre Pélias et Éson, démultipliée par celle entre Jason et Pélias. B. L'épopée proprement dite des Argonautes. Pélias-Jason, l'épreuve imposée. Le défi relevé, départ de la jeunesse grecque sur l'Argo. Le voyage aller vers la Colchide. La Colchide. Médée. Le rapt de la toison. La fuite et le voyage retour à Iolcos. C. La geste de Médée. L'aide apportée à Jason, les épreuves, le dragon, le meurtre d'Apsyrto. Iolcos. Corinthe. Athènes. Midi-Colchide. Les auteurs pré-tragiques ont surtout été intéressés par ce que nous avons appelé l'archéologie de l'épopée des Argonautes, par les exploits merveilleux de Jason et de ses compagnons. Médée n'apparaît qu'indirectement et accessoirement dans leurs ouvrages. Le cycle troyen ne mentionne pas vraiment Médée, mais il en est question de façon incidente. La fille d'Ayétès n'est pas, comme quelques siècles plus tard, au centre de l'histoire. Elle n'en constitue que l'un des personnages, sinon anecdotique, du moins secondaire. Homère dans l'Iliade ne parle pas de Médée et ne cite qu'indirectement l'expédition des Argonautes. En effet, par 4 fois, il fait allusion au roi de Lemnos, Eunéo, fils qu'Hypsipyle aurait conçu des œuvres de Jason lors du passage de ce dernier sur l'île de Lemnos. L'Odyssée est plus diserte à ce sujet. Elle mentionne Pélias le roi d'Iolcos, Ayétès, le père de Médée et le frère de Circé. Cette dernière parle longuement à Ulysse de l'Argo, de son périple, de son passage à travers les Symplegades. La liaison entre les deux cycles paraît patente, au point que Paul Tannery a pu soutenir qu'Homère s'était inspiré précisément de la navigation des Argonautes pour décrire le voyage-retour d'Ulysse. La première et la plus haute référence à Médée est celle que l'on trouve dans la Théogonie d'Hésiode, où elle est qualifiée de Médeia Neusfuron et des Helicopida Courae, ce qui nous renseigne déjà sur sa beauté et la profondeur, inquiétante, de son regard. On y apprend qu'elle tomba amoureuse de Jason, par la grâce d'Aphrodite d'or, et que ce dernier l'emmena à Iolcos avec lui. Hésiode nous enseigne encore qu'elle eut un fils avec Jason, appelé Médéio, qui fut élevé par Chiron sur le mont Pélion. Les catalogues hésiodiques reviennent sur la légende de Médée. Louis Méridier pense que Pindare a été fortement influencé par la lecture d'Hésiode. Contemporains ou légèrement plus récents qu'Homère, Créophilos de Samos, Eumèle de Corinthe, Sinéton et Agia de Trézène, décrivent tous une Médée bienfaisante mais qui montre cependant une certaine face sombre. C'est une reine de Corinthe qui rajeunit soit Ésone, soit les nourrices de Dionysos, soit Jason lui-même. Phérécide, au VIe siècle en fait une aide précieuse pour l'Aïsonide dans sa conquête de la toison et le recouvrement du trône d'Iolcos, mais toutefois, il note le meurtre d'Apsyrto, le frère de Médée. Eumèle, pour sa part, fait mention d'une certaine catacroupsie des premiers enfants du couple, qui pourrait inaugurer la future légende de la mère tueuse. Elle est accusée injustement du meurtre de ses autres enfants. Jason la bannit. Euripide aurait sûrement pu trouver dans cette anecdote une matière intéressante pour camper sa Médée. Certains lyriques grecs dont Alcman, Simonide et Pindare font de Médée une reine de Corinthe, voire même une déesse qui sauve l'Argo et son équipage, qui aide Jason à conquérir la toison et à reprendre son trône à Pélias, et cela parce qu'elle est une étrangère magicienne toute puissante. Mimnerme, Ibico, Simonide donnent tous des détails sur l'expédition et sur le rôle décisif de Médée dans le succès de l'entreprise de Jason. La légende des Argonautes est donc bien en place avant les tragiques. Cette expédition merveilleuse, avec des exploits dignes de la geste d'Hercule, une navigation audacieuse à travers un monde inconnu et terrifiant qui inaugure sans doute celle d'Ulysse et les interventions constantes des dieux, Héra, Cypris, Eros, Hécate, Circé, qui nous rappelle l'intrigue de l'Iliade, a été chantée ou décrite par de nombreux auteurs.
Ces derniers, poètes, logographes, mythographes, ont tous décrit incidemment à l'occasion de ce voyage, une Médée vénérable, quasi divine, magicienne experte, reine de Corinthe à l'occasion et quel que soit par ailleurs son statut ontologique, intelligente, savante et calculatrice. Son aide est déterminante pour le succès de l'entreprise de Jason, et sa bonté n'a d'égal que sa beauté et son intelligence. Cependant, Médée n'apparaît qu'en personnage secondaire dans cette épopée qui se focalise plutôt sur les exploits des héros à la recherche de la toison d'or. Toutefois, nous décelons des prodromes d'éléments moins positifs la concernant, notamment chez certains auteurs qui ont mentionné le meurtre d'Absyrto, celui de Pélias et des pratiques pour le moins douteuses concernant ses enfants. Mais la noirceur de ses actions est comme édulcorée, estompée, minimisée. C'est l'amour en définitive qui a guidé Médée. Pindare le répète à l'envi après Hésiode et Antimaque de Colophon et qui excuse ses déviances, notamment le meurtre de son frère Absyrto. Si elle a enseveli ses premiers enfants, c'est, dit Eumèle, pour les rendre immortels sur la foi des promesses d'Héra. Certes le rite a échoué, mais c'est soit que Jason, en surprenant Médée au milieu de son opération magique, a brisé le charme, soit qu'Héra s'est dédite entre-temps. Quant au parricide sur ses enfants, qui fit florès dans la littérature depuis Euripide, il s'agit d'une fable créée de toutes pièces par les vrais meurtriers qui ont menti pour se disculper. La trame tragique est ainsi en place. Un personnage au summum de sa gloire, de sa puissance qui va déchoir suite à une faille qu'il porte en lui et qui semble fatale. Qui va donc avoir parmi les poètes la paternité de ce scénario ? Celui-ci se développe au milieu du brillant siècle de Périclès, dans le cercle des tragiques. B. La tragédie, le cas Euripide. B1 Les tragiques PERIEURIPIDIENS. En marge du cycle troyen et du cycle thébain qui lui fournissent la matière de nombreux drames, la tragédie grecque ne pouvait ignorer le riche fond mythique que constituait la légende des Argonautes. Ainsi, les tragiques ont-ils traité abondamment des à côté ou des préludes de l'histoire de Médée. La geste des héros de la Toison d'Or a été ainsi exploitée, et les diverses péripéties de ce voyage, pour le moins mouvementées et riches en aventures fantastiques et merveilleuses, ont dû donner lieu à de multiples drames dont nous n'avons malheureusement conservé que quelques titres et fragments. Ainsi, Échille aurait-il composé dans l'état actuel de nos connaissances quelques 6 pièces concernant la geste argonautique. Auguste Nauque lui donne la paternité du Phinéus et de l'Argo, et Bernard de Forges lui accorde celle de la tétralogie comprenant l'Argo, Hypsipyle, les Kabyres, les Lemniens. Il faut rajouter les nourrices de Dionysos qui nous intéresseront au premier chef, car Médée y intervient. Échille y mettait en scène une Médée, véritable magicienne, qui avait rajeuni à la demande de Dionysos, ses vieilles nourrices et les satyres leurs époux en souvenir de leurs soins attentifs et affectueux portés lors de son enfance. Kybele suppute que le véritable protagoniste du drame était bien Dionysos, et le deutéragoniste Silène. Médée n'intervenait que comme un moyen employé par le dieu, et ne constituait pas à vraiment parler le personnage principal de la pièce. Toutefois, sa magie s'avérait bénéfique et l'héroïne était encore là un personnage résolument positif. Quant à Sophocle, la liste n'est sûrement pas close, ce sont 8 pièces afférentes à notre sujet que l'on a pu lui attribuer. 5 d'entre elles concernent la geste héroïque des Argonautes, Atama, Phrixos, les Lemniennes, Amycos, Phinée et ne mentionneraient Médée qu'incidemment ou pas du tout. En revanche, les Colchidiennes, les coupeuses de racines ou Pélias et les femmes scythes concernent directement notre héroïne. À ces drames, dûment attestés par E.A.J. Ahrens, Anouk et A.C. Pearson, il faut rajouter un EGE accent aigu qu'Henri-Joseph Guillaume Patin et Jacques Joanna attribuent à notre auteur. Dans notre enquête sur Médée, suivons à présent Sophocle dans ses pièces perdues dont il reste peu de fragments et quelques témoignages indirects. Dans les Colchides, dont le titre provenait des jeunes filles compagnes de Médée qui composent le chœur, l'action se situait à Aïa. Le sujet est familier au lecteur du livre 3 des Argonautiques d'Apollonio de Rhodes. Jason réclame la toison d'or à Aïétès. Celui-ci lui impose 2 épreuves terribles. D'une part le labour du champ sacré et l'ensemencement de la terre avec les dents de dragon après la mise sous le joug des monstrueux taureaux. D'autre part, le combat avec les guerriers armés. S'il sort vainqueur de ces épreuves, Aïétès accédera à sa requête. Le scholiaste d'Apollonio de Rhodes, certains fragments et des témoignages indirects permettent de subodorer la suite.
Jason, se sentant incapable, par ses seules forces, de surmonter ses épreuves, fait appel à Médée. La rencontre entre les deux jeunes gens se déroule sur la scène. Médée tombe éperdument amoureuse du héros grec. Stobée et Plutarque nous donnent la teneur et l'intensité de cette passion. Ô mes enfants, Cypris, ce n'est pas seulement Cypris, mais bien d'autres noms lui conviennent. C'est Pluton, c'est la force suprême, indestructible, c'est la rage insensée, c'est le désir sans mélange et sans mesure, c'est la douleur et la plainte. Tout est en elle, soin, paix, mouvement tumultueux, violence. Elle se glisse dans le sein de quiconque a une âme. Qui ne devient la proie, la pâture d'une telle déesse? Elle atteint la race nageante des poissons. Elle habite sur la terre avec les quadrupèdes, son aile s'agite parmi les oiseaux. Elle est partout chez les animaux et chez les mortels et là-haut chez les dieux. Quel est le dieu qui entrerait en lutte avec elle, et qu'elle ne terrasserait point? S'il m'est permis, et pourquoi non, de dire la vérité, elle règne sur le cœur même de Jupiter. Sans s'armer de la lance, sans le secours du fer, elle abat, elle détruit les conseils et des dieux et des hommes. À coup sûr, cet amour irrépressible est une œuvre divine qui fond sur la jeune fille naïve et impuissante, une passion qui est le fruit de la connivence entre Héra, Athéna, Cypris, Péto et Eros. Subjuguée, Médée fabrique un charme pour Jason destiné à le rendre capable de surmonter les travaux imposés par Ayétès. Le jeune homme remporte les épreuves et réclame son dû au roi. Celui-ci ne reconnaît pas sa défaite et décide de pourchasser le héros qui, entre-temps, s'est emparé de la toison d'or et a fui en emmenant Médée avec lui sur l'Argo. Pour retarder les poursuites engagées par le roi afin de rattraper les fuyards, celle-ci égorge son jeune frère Absyrto. Le sujet du drame des Scythes, Scotaï, plus mal connu, devrait être lui aussi familier au lecteur du début du livre 4 des Argonautiques d'Apollonio de Rhodes. Ayétès s'est lancé à la poursuite des fuyards qui lui ont enlevé et sa fille, et son talisman magique. Arrivés en Scythie, les Argonautes avaient monté leur camp près de la future ville de Thôme. Mais pressés par les Colques, et las de cette continuelle poursuite, les Argonautes délibèrent pour savoir s'ils ne vont pas accéder à la demande d'Ayétès et livrer la jeune fille à la vindicte paternelle. C'est à ce moment que Médée décide de tuer, de démembrer son jeune frère et d'éparpiller ses membres pour retarder la poursuite. La délibération entre les Argonautes, en présence de la jeune fille dont ils décidaient du sort, devait donner lieu à un agone l'oignon entre les personnages, fort goûté du public, et démontrer, s'il en était besoin, le cynisme et le manque de reconnaissance de Jason envers celle qu'il avait sauvée et à qui il avait donné sa foi sous serment. Le titre de la troisième pièce attestée de Sophocle, les Rhizotomées, provient du chœur des herbières, compagne de Médée qui récolte les racines et les plantes magiques. Ce drame relate la mort de Pélias des mains de ses filles. Pindare faisait déjà une allusion à cette histoire, Médeia to Pélia Phonon, que Phérécyde connaissait sans doute aussi, Os Médeia to Pélia Cacon. Nous connaissons en détail cet épisode grâce à Hygin et à Ovide. Médée, voulant venger Jason et sa famille décimée par Pélias, persuade par une opération magique et une ingénieuse manipulation psychologique les filles du tyran de découper leur père en morceaux et de le faire bouillir dans un chaudron dans le but de le rajeunir. La ruse réussit. Le tyran une fois mort, Jason est maître d'Iolcos et vengé du roi qui a anéanti sa famille. Euripide connaissait sûrement ce drame lorsqu'il composa ses Péliades, dont le sujet s'approche de celui des Rhizotomées. Sophocle a peut-être écrit une autre tragédie, accent aigu E, concernant Médée. Il s'agit de la mise en scène de l'épisode athénien de l'Odyssée de l'héroïne. Nous connaissons la trame de cette histoire par la relation qu'en fait Plutarque. Médée s'y révèle une intrigante cynique et fourbe, cherchant à faire assassiner Thésée par son propre père à la suite d'intrigues machiavéliques, montrant une intelligence aiguë au service de fins personnelles et égoïstes. Une grande scène de reconnaissance, bien au goût du public, entre accent aigu E et son fils Thésée constituait sans doute un morceau de choix, et le bannissement de la coupable devait clore la pièce. Cependant, les commentateurs ne s'accordent pas tous sur la place de Médée dans ce drame, ni sur la paternité de Sophocle à son sujet. Dans ces 4 drames impliquant Médée et attribués à Sophocle, il ressort que chez cet auteur se dessine par rapport à la production de son aîné Échille, du moins en fonction de ce que nous savons de lui, une vision de l'héroïne beaucoup moins positive. Médée s'y montre comme une femme énergique et passionnée,
parfois cynique et trompeuse, mais qui ne recule pas devant un crime aussi affreux soit-il, pour sauvegarder l'amour de Jason ou sa place au sein de la cour athénienne. Elle tue ou accepte de faire tuer son propre frère Absyrto. Elle tue ou fait tuer le roi Pélias sans montrer de scrupules, ni pour ce meurtre, ni pour le chagrin des Péliades, qu'elle a trompé et auquel elle a fait commettre ce crime horrible. Elle fomente un complot visant à éliminer Thésée, de la main même de son propre père. Son intelligence est pénétrante et sa faculté de tromperie, de dissimulation et de manipulation manifeste. On peut certainement voir dans les drames de Sophocle dont on vient de parler se profiler les prodromes du caractère du personnage de Médée chez Euripide. Ce dernier va aller au-delà de l'horreur, esquissée seulement chez son prédécesseur. B2 L'énigme NEOPHRON. Euripide est-il vraiment l'inventeur du forfait inhumain qu'il va prêter à Médée dans sa pièce éponyme? Certes, Sophocle avait préparé le terrain en décrivant la sœur d'Absyrto comme une meurtrière, et Eumélo avait déjà fait allusion à la mort accidentelle des enfants du couple à Corinthe. Créophilos de Samos avait lui aussi fourni une version sanglante de l'histoire. L'auteur de la prise de Callie avait cependant dédouané Médée de la mort des enfants. Euripide osa sauter le pas décisif, et Médée passa chez lui du statut de meurtrière à celui de criminelle. Cependant, certains exégètes doutent de cette innovation et donnent la paternité de la création de la Médée criminelle à un auteur que l'on a du mal à placer sur l'échelle du temps. Il s'agit de Néophron de Sicyone, dont on sait par ailleurs depuis Suida qu'il avait composé quelques 120 drames, hélas tous perdus sauf quelques fragments épars recueillis par Nauck et Pearson. Euripide n'aurait eu qu'à couler sa pièce dans le moule inventé par ce prédécesseur mal connu. Un débat important a agité la communauté des différents commentateurs à ce sujet. 3 théories principales émergent, que nous essayons de synthétiser ci-dessous. Un certain, s'appuyant sur l'absurde racontard selon lequel les Corinthiens qui avaient lapidé les fils de Médée et payé à Euripide 5 talents d'argent pour qu'il modifiât cette version des faits et fit de Médée la coupable dans son drame, subodore l'existence de 2 éditions de Médée par Euripide. L'une daterait de 435, dans laquelle les Corinthiens seraient effectivement les meurtriers des enfants de Médée, crime pour lequel ils continuèrent d'ailleurs à accomplir les rites de purification expiatoire que l'oracle leur avait imposés, traditions qui perdurèrent jusqu'à la destruction de leur ville par Mummius. La seconde édition, celle que nous lisons aujourd'hui, datée elle de 431, développer la version amendée que nous connaissons de la responsabilité entière du meurtre pesant sur Médée, et qui déchargeait ipso facto les Corinthiens de l'imputation de ce crime. Le drame de Néophron constituait-il alors la première version de la pièce, celle d'Euripide la seconde, dûment remaniée ou bien, Euripide serait-il l'auteur des 2 versions? Il ne faut pas accorder de crédit plus important à cette thèse que celui de la simple exposition de l'exhaustivité des hypothèses, les éléments de vérification n'existant pas, et l'affirmation de départ étant trop sujette à caution. Les 2 autres théories, en revanche, sont plus plausibles. 2 d'autres auteurs, suivant Henri Veil, ont pu soutenir qu'Euripide n'avait été en fait que le plagiaire ou l'imitateur, génial certes, de la pièce de Néophron qu'il avait devancée dans le temps et dans l'originalité. Euripide, dit-il, tout en ne conservant peut-être pas un vers de Néophron, en jetant dans la tragédie son style, sa puissance dramatique, le don qu'il possédait d'animer ses personnages et d'émouvoir le spectateur, suivi de très près et peut-être scène pour scène le plan de son prédécesseur, l'économie et la conduite de sa pièce. Une telle doctrine était soutenue dès l'Antiquité par Diogène Laërce et Suida. 3. Une 3e série d'auteurs parmi les plus récents s'oriente à présent sur la thèse selon laquelle Euripide aurait été le premier tragique à avoir présenté de façon tout à fait originale la vengeance terrible de Médée sur son époux par le biais de la mort de ses enfants. Néophron n'aurait été qu'un pâle copieur de l'œuvre d'Euripide. Ce poète, dit Patin, assez semblable aux ouvriers du statuaire qui répétaient en les renouvelant par quelques détails les chefs-d'œuvre des grands maîtres, s'était semble-t-il réduit à faire de la tragédie d'Euripide une sorte d'imitation libre de copie abrégée. Pour nous donner une idée de la différence entre les 2 styles, Patin compare le passage le plus important ci-dessous conservé de Néophron par Stobée et sa correspondance pathétique dans la Médée d'Euripide au vers 1021 à 1080. Les 2 textes se placent au moment où un dilemme crucial se pose à elle,
lui réclamant de choisir entre sa jalousie féroce qui la pousse à tuer ses enfants et son amour maternel qui l'incite à les protéger. Que vas-tu faire, ô mon âme? Arrête et réfléchis avant que par une triste erreur, les objets de ton amour deviennent ceux de ta haine. Où t'entraînent tes transports misérables? Réprime cette fureur que détestent les dieux. Pourquoi donc ces larmes lorsque je vois ma vie condamnée à la solitude, à l'abandon, et par qui? Me laisserai-je ainsi attendrir après ce que j'ai souffert? Non, mon courage, non. Tu ne te trahiras pas toi-même dans cet excès d'infortune. C'en est fait, hélas. Ô mes enfants, fuyez loin de mes yeux. Une rage sanguinaire entre dans mon cœur. Ô ma main, pour quelle œuvre t'armes-tu? Ô malheureuse, au coup funeste. Je vais donc détruire en un instant ce qui m'a coûté tant de soins et tant de peine. Quelle sécheresse chez Néophron, quelle concision aride et quelle pauvreté de style. En revanche, dans les quelques 60 vers poignants de la Médée d'Euripide, quel agencement progressif de sentiments, quel revirement subit, quelle souffrance éplorée, acceptée puis rejetée. On a l'impression de pénétrer au plus profond, dans le psychisme de l'héroïne. On y suit en temps réel, sans la barrière de la fêterie ni celle de la sensiblerie, la fluctuation des pensées passionnées est terrible pendant un instant, puis douce et tendre immédiatement après. Patin tire de cette comparaison la conviction que Néophron n'aurait été que le plagiaire sans véritable talent d'un chef-d'œuvre dont il aurait eu du mal à reproduire la profondeur. La majorité des commentateurs se rallient à cette hypothèse de l'antériorité et de l'originalité, non pas absolue d'Euripide. Nous avons vu que le terrain avait été préparé par ses devanciers, mais du moins sur Néophron. Néanmoins, les autres thèses n'ont pas été définitivement écartées. La comparaison ci-dessus, si elle met en valeur sa supériorité, ne prouve pas de façon irréfragable la position de l'originalité d'Euripide, elle pourrait tout aussi bien valider l'idée inverse. Néophron aurait établi l'ébauche qu'Euripide aurait transformée ensuite en chef-d'œuvre. La question demeure en suspens. Les arguments techniques, psychologiques se répondent sans qu'une démonstration prenne le pas vraiment sur l'autre. Tout le monde s'accorde cependant pour voir en Euripide l'auteur d'un véritable chef-d'œuvre. Louis Séchant s'est fait écho de cette controverse qui a agité le cercle des hellénistes. Nous en reproduisons l'essence ci-dessous sous forme de tableau succinct. B3 La Médée d'Euripide. Kai Mantano men oida tolemo caca. Tumo decreson tonémon boulematon. Ospermégiston etios cacon brotoi. Euripide s'était intéressé très tôt à l'histoire des Argonautes. Si son Hypsipyle ne mettait pas en scène Médée, celle-ci intervenait au moins 2 fois, dans la limite de nos connaissances actuelles, notamment dans ses Péliades qui retracent l'épisode d'Iolcos avec la mort de Pélias et dans son EGE accent aigu qui compte son aventure athénienne et sa tentative de meurtre sur Thésée. Nous avons déjà évoqué Supra, chez Sophocle les sujets de ces drames. Mais c'est sa Médée datée de la première année de la 87e Olympiade, 431, qui nous intéressera au plus haut point. Rappelons-en succinctement l'intrigue. Nous sommes à Corinthe. Les époux ont dû s'exiler d'Iolcos, après le meurtre du roi, soit qu'ils eussent été poursuivis par la vindicte d'Acaste, soit qu'ils eussent décidé de laisser le trône au fils de Pélias. Ils portent leurs pas vers Corinthe où ils s'établissent sous la protection du roi Créon. Après quelques années d'un bonheur sans faille, Créon décide de donner sa fille Glauquée en mariage à Jason et de bannir Médée de Corinthe. Médée est au désespoir et songe déjà à se venger. Elle précise ses projets de vengeance au cœur, tandis que Créon, inflexible aux lamentations de la jeune femme, lui ordonne de quitter immédiatement la ville avec ses enfants. Médée, cependant, arrive à lui faire accepter un délai d'1 jour. Elle conditionne ses projets de vengeance à un asile futur où se réfugier. Le premier Stasimon développe le thème féministe du machisme des hommes, que révèle la trahison de Jason. Au cours d'une scène de ménage intense et violente, Jason tente de raisonner une Médée emportée et vociférante. 2 caractères contraires se font jour au cours de cette querelle. À une Médée passionnée s'oppose un Jason froid et égoïste. Le second Stasimon commence par chanter, à l'instar de la diotime du banquet de Platon, la dualité de l'amour, funeste et bienveillant, puis plaint le triste sort des exilés. EGE accent aigu se présente à Corinthe.
Il rencontre Médée et nous apprenons, dans une longue stichométie, le but de son voyage. Il revient de Delphes où il a consulté la Pythie pour se renseigner sur la possibilité d'avoir une descendance. Médée pour sa part lui expose la triste situation dans laquelle elle se trouve, et lui arrache la promesse de l'accueillir à Athènes et de ne pas la livrer à d'éventuels poursuivants. Accent aigu en fait le serment solennel. Assuré d'un asile sûr, Médée peut à présent mûrir son plan de vengeance, horrifiant le cœur qui tente de la dissuader d'une telle action. Elle parle en effet déjà du meurtre de ses enfants. Le troisième stasimon se partage en deux parties. Tout d'abord, le cœur se demande pourquoi et à quelles conditions Athènes, cette ville lumière et si pieuse, pourrait accueillir une telle meurtrière. Ensuite, on se questionne pour savoir comment une mère peut envisager un tel crime. Lors d'une seconde scène qui se tient entre les deux époux, on entend Médée tenir un discours trompeur. En larmes, elle feint d'accepter sa situation, puis sollicite Jason pour qu'il intercède auprès de Créon et de sa fille en faveur des enfants, afin qu'ils ne soient pas bannis en même temps que leur mère et puissent demeurer à Corinthe près de lui. Pour fléchir la fille du roi et que sa requête soit plus facilement acceptée, elle fait porter à ses enfants des cadeaux de sa part à Glauquée. Son attitude résignée trompe aisément et Jason et le cœur. Dans le quatrième stasimon, le cœur mystifié et leurré par le discours de Médée entre en empathie avec elle et déplore le sort qui s'acharne sur le couple. Les événements se précipitent tout au long de l'Exodos. Le pédagogue annonce à Médée que Créon et Glauquée ont accédé à sa demande de ne pas exiler les enfants. Comprenant alors que son plan doit être mené à terme, Médée entame le monologue poignant au cours duquel la mère chérissant ses enfants s'affronte dans un débat interne à l'amante passionnée, bafouée et avide de vengeance, 1021-1080. Le plan sanglant suit inexorablement son cours. Un messager annonce la mort de Créon et de Glauquée, empoisonnés par les présents vénéneux préparés par Médée et apportés par ses enfants. Cette dernière entre alors dans le palais pour tuer ses enfants, 1236-1250. Pendant que le cœur apostrophe cette mère inhumaine et s'en remet au soleil pour qu'il intervienne, le crime se perpètre derrière la scène, 1275-1289. Jason arrive sur ces entrefaites pour protéger les enfants de la vindicte des parents du roi. Le cœur lui apprend leur mort, de la main de leur mère, 1293-1316. Le père, fou de douleur, veut à présent châtier Médée. Celle-ci apparaît dans les airs, dans un char magique fourni par son ancêtre le soleil et tiré par des dragons ailés. Un dernier dialogue sous forme de stichométie oppose les deux époux, et Médée s'envole dans une sorte d'apothéose, en empêchant même le père éploré et anéanti de voir, d'embrasser et d'ensevelir les cadavres de ses enfants. La conclusion est tirée par le cœur dans une petite période anapestique de 5 vers, 1415 ad finem. De maints événements Zeus est le dispensateur dans l'Olympe, et maintes choses inopinément sont accomplies par les dieux. L'attendu ne se réalise pas, et à l'inattendu, la divinité ouvre le passage. Telle est l'issue de cette action. Nous serons amenés à revenir sur cette Médée d'Euripide. Disons d'emblée qu'elle nous paraît de loin le drame le plus abouti et le plus poignant du poète. La construction s'avère idéale, la progression de l'action est pertinente, les coups de théâtre rythment admirablement le cours de la pièce. Médée est criante de vérité en mère schizophrène, écartelée douloureusement par une alternative infernale qui lui impose de faire un choix entre l'amour pour ses enfants et son désir de vengeance qui la conduit inéluctablement vers l'ignoble extrémité que l'on sait. Et surtout, Euripide innove en faisant vivre et évoluer pas à pas devant nous le dilemme intérieur de cette mère aimante amenée à égorger ses enfants. Échille, Sophocle, Euripide, Néophron, les poètes tragiques du IVe siècle se sont ainsi penchés précisément sur la geste de Médée, trouvant sans doute chez elle le personnage qui répondait de façon étroite au canon de la tragédie telle que nous les avons rappelés supra. Les ingrédients sont là. D'un côté la fatalité, la passion, la cruauté d'un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.